Le président américain Donald Trump a rejeté la proposition de ses partenaires de l'OTAN d'apporter une aide concernant la situation autour du détroit d'Ormuz. La situation dans le détroit d'Ormuz étant stabilisée, l'OTAN m'a appelé pour savoir si nous avions besoin d'aide. Je leur ai dit de rester à l'écart, sauf s'ils voulaient juste charger leurs navires de pétrole. Ils étaient inutiles quand on avait besoin d'eux. Des tigres de papier, a-t-il écrit le 17 avril sur le réseau social True Social. Ce n'est pas la première fois que le président américain critique l'alliance. Début avril, Trump a annoncé envisager sérieusement de quitter l'OTAN car les alliés de Washington ont refusé de soutenir les États-Unis et Israël dans leur guerre contre l'Iran. Le secrétaire d'État Marco Rubio a aussi affirmé que Washington réévaluerait ses relations avec l'alliance après la guerre. Dans ce contexte, selon le Wall Street Journal, les pays européens ainsi que le Canada discutent de la création d'une OTAN européenne. Sous la direction de l'Allemagne, ils ont commencé à élaborer un plan de défense européen sans les États-Unis. Les publications ont coïncidé avec la tournée européenne du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a visité cette semaine l'Allemagne, l'Italie, la Norvège et les Pays-Bas. Nous abordons l'avenir de l'OTAN avec notre premier invité, le journaliste et observateur international Alexei Pitchi. Bonjour Alexei, première question. Dans quelle mesure les reproches de Trump envers les partenaires, envers les alliés européens, sont-ils justifiés? Après tout, en réponse, les pays européens peuvent avancer deux contre-arguments. Ils peuvent d'abord dire que nous sommes déjà pris par la guerre en Ukraine, car les États-Unis n'aident pas actuellement. Ils peuvent aussi dire qu'on ne les a même pas informés de l'opération en Iran. Pourquoi aideraient-ils? Vous savez, j'aurais déjà beaucoup commenté cette situation, mais dans ce contexte, surtout à la lumière de la dernière déclaration de Donald Trump, je regarderai cette histoire sous l'angle de la stratégie politique. Parce que très souvent, toutes les critiques de Donald Trump à l'égard de ses partenaires de l'OTAN, il me semble qu'elles sont surtout destinées au public intérieur. À ce même mouvement MAGA, qui a commencé à critiquer fortement Donald Trump, qui en fait avait promis l'isolationnisme, avait promis de se concentrer. Se focaliser uniquement sur les problèmes internes des États-Unis sans s'occuper des guerres à travers le monde. En conséquence, il essaie maintenant, Donald Trump, de montrer à l'électeur que, vous voyez, je ne veux vraiment pas dépenser d'énormes sommes d'argent pour protéger l'Europe. D'un autre côté, Donald Trump comprend parfaitement quel processus se déroule en Europe. Et nous voyons vraiment un processus parallèle lorsque le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, en fait, jouent le rôle de locomotive et forment leur propre coalition, qui, d'une manière ou d'une autre, participera quand même aux opérations visant à assurer la sécurité dans le détroit d'Ormuz, mais après la fin de la guerre. Il est clair que les pays européens ne veulent pas participer directement à la guerre, mais ils devront s'y engager après celle-ci, précisément en ce qui concerne la question de la sécurité. Alors le président américain pourra dire « Deux pays auto et quarto des gens de, vous voyez, je vous l'avais dit, ils finirent par s'impliquer. Voilà, ils se sont impliqués. Voilà ma pression en quelque sorte a porté ses fruits. » D'un autre côté, si l'on parle en termes purement juridiques, il y a deux articles clés dans la charte de l'OTAN dont tout le monde parle. Il s'agit de l'article 4 et de l'article 5. Et l'article 4, Donald Trump aurait pu l'utiliser n'importe quel jour pendant tout ce mois et demi de guerre au Moyen-Orient. Mais il ne l'a pas fait. Si vous vous souvenez, lorsque des drones inconnus, entre guillemets, ont commencé à survoler la Pologne a justement activé l'article 4 de la charte de l'OTAN, c'est-à-dire des consultations. Elles n'obligent encore personne à rien. C'est une démarche adéquate lorsqu'il faut consulter les alliés pour décider quoi faire. Et sur quoi la Pologne pouvait-elle compter dans cette situation? Donald Trump aurait pu faire la même chose, mais il n'a demandé aucune consultation. Je ne parle même pas de l'article 5, où soi-disant tout le monde aurait dû intervenir et aller se battre contre l'Iran avec Donald Trump. En résumé, Donald Trump n'a officiellement jamais sollicité l'Alliance Atlantique pour obtenir de l'aide. Et ce qu'il déclare publiquement en tant que président des États-Unis, cela n'a pas beaucoup de poids juridique, surtout dans le contexte des consultations avec l'Alliance Atlantique. Je prends tout ce qui se passe publiquement, surtout venant du président américain, avec beaucoup de recul et 5 fois moins au sérieux. Parce que très souvent, ces déclarations sont très éloignées de ce qui se passe réellement. Et en réalité, soyons francs et honnêtes, les pays européens sont impliqués dans la guerre contre l'Iran. Parce qu'il y a des bases militaires situées dans les pays européens que les soldats américains utilisent activement. Il s'agit aussi des pays d'Europe de l'Est, de la base allemande, des bases à Chypre, des bases de Britanniques, et ainsi de suite. Les avions décollent et atterrissent quelque part, les ravitailleurs aussi,
et l'aviation américaine est entretenue ailleurs que sur les bases du Moyen-Orient, comme en Jordanie. Et toute cette aviation est entretenue sur des bases européennes. Donc quand Trump dit qu'il n'aide pas, c'est un mensonge, c'est faux. De plus, le Royaume-Uni et l'Allemagne mènent des consultations avec les pays du Golfe Persique. C'est-à-dire qu'il est évident, et je terminerai ma pensée là-dessus, qu'il est clair que les pays européens participeront à la sécurité du détroit d'Ormuz après la fin de la guerre. C'est pourquoi c'est qu'à mon avis, toutes les déclarations de Donald Trump sont absolument infondées. Mais tout de même, pesons à qui elles sont adressées. Sont-elles adressées aux Européens ? Je ne le pense pas. C'est plutôt destiné exclusivement à l'électorat intérieur. C'est une remarque pertinente sur Donald Trump. En un an, nous avons compris qu'il ne faut pas toujours le prendre au mot. Mais c'est pourquoi, à cet égard, il me semble que les déclarations du secrétaire d'État Marco Rubio sur la révision des relations après la guerre sont beaucoup plus importantes et méritent qu'on y prête attention. Une révision des relations aura lieu quoi qu'il arrive. Merci d'avoir mentionné Marco Rubio, je m'en souviens toujours. Déjà pendant la campagne électorale de Donald Trump, en 2024, Marco Rubio a été le premier à déclarer officiellement qu'ils allaient complètement changer la stratégie de défense des États-Unis d'Amérique. Et ce n'est absolument pas une nouveauté. J'attirerai également l'attention sur la récente déclaration d'Elbridge Colby. C'est le vice-ministre américain de la Défense chargé des affaires politiques. C'est une figure assez controversée en Ukraine, mais il n'est pas très apprécié car c'est en fait la personne qui a poussé Pete Hegseth, par exemple, au début de l'année dernière, à limiter l'échange de renseignements avec l'Ukraine, si vous vous souvenez. La même chose s'est répétée ensuite en août. Donc Elbridge Colby a beaucoup parlé récemment lors de la réunion du format Ramstein du soi-disant OTAN 3.0, si vous en avez entendu parler. Les Américains sous Trump promeuvent activement cette stratégie. Marco Rubio en a parlé le premier pendant la campagne électorale. Et cette stratégie consiste en ceci. Les Américains, disons-le ainsi, après la guerre froide. Ils comprennent parfaitement que le principal théâtre d'opération en termes de géopolitique n'est plus en Europe. Enfin, de leur point de vue. Regardons la situation du point de vue des intérêts américains. Autrement dit, de leur point de vue, le principal théâtre d'opération n'est pas en Europe. Il est surtout en Asie, où il y a confrontation avec la Chine. En conséquence, ils essaient de concentrer tous leurs efforts du côté de la Turquie. Mais en même temps, ils ne peuvent pas non plus laisser l'Europe seule face au problème qui s'appelle la Russie. En conséquence, l'idée est que l'Europe prenne en charge la défense du continent en ce qui concerne la guerre conventionnelle. Autrement dit, elle prend en charge l'essentiel des armements. Elbridge Colby évoquait justement ce sujet. Quand on entend ces déclarations disant que l'Europe doit se défendre seule, venant de Donald Trump, de Marco Rubio, etc. Nous pensons tous que les Américains signalent ainsi qu'ils abandonnent tout et s'en vont. Non, ils ne partent pas. Elbridge Colby a clairement indiqué que l'Europe devait développer son complexe militaro-industriel, ses propres armements, son armée, et ainsi de suite. Et l'Amérique restera dans l'OTAN. Voilà un point intéressant. Elle restera, elle ne partira nulle part. Elle va simplement changer un peu son rôle. Et maintenant, les Européens prennent aussi en charge certaines sphères de commandement au sein de l'Alliance Atlantique. En ce qui concerne le théâtre européen, les Européens réorganisent leurs bases industrielles de défense. Et les Américains continueront à partager leurs technologies, leurs renseignements, etc. De plus, un autre point mérite attention concernant la révision des relations. Faites attention à qui critique le plus les déclarations de l'administration Trump concernant le retrait des troupes américaines d'Europe ou la révision des relations. Par exemple, quand Trump affirme vouloir quitter l'OTAN et refuse de la défendre. Ce sont principalement les pays d'Europe de l'Ouest. Si l'on regarde les déclarations des pays d'Europe de l'Est, les pays baltes, la Finlande, la Pologne, la Roumanie, on constate que les déclarations diffèrent un peu ici. Généralement, Alexandre Stupchev est le président de la Finlande, qui dit clairement qu'il ne critique pas Donald Trump aussi activement. Pourquoi ? Car en examinant la stratégie OTAN 3.0 promue par l'administration Trump, on voit clairement que le redéploiement signifie que les troupes américaines restent en Europe. Mais elles se déplacent de l'Europe de l'Ouest vers l'Europe de l'Est. Vous avez sans doute entendu parler des récentes rumeurs dans la presse américaine affirmant que Trump voudrait punir les pays européens, parce qu'ils n'ont pas rejoint la guerre contre l'Iran en déplaçant des troupes. Donc il déplace justement les troupes de l'Europe de l'Ouest, vers la Grèce, la Pologne, les pays baltes, c'est-à-dire vers le flanc Est.
Et l'idée que l'Europe, oui, doit vraiment se défendre elle-même, mais elle doit aussi comprendre que sa principale ligne de front dans tout futur conflit, c'est le flanc Est, pas le flanc Ouest. Et donc tous les efforts sont concentrés sur le flanc Est. Les Américains restent, mais ils ne couvrent pas le flanc Est. Et en même temps, ils appellent l'Europe à s'armer. Et pourquoi ce pourcentage du PIB que les pays doivent consacrer à la défense augmente-t-il ? Justement pour que ces pays eux-mêmes puissent développer leur complexe militaro-industriel, et au final, après un certain temps, pouvoir s'approvisionner entièrement en armement par eux-mêmes. Dans ce contexte, l'Ukraine joue actuellement aussi le rôle de locomotive. C'est juste que quand Zelensky voyage à l'étranger et signe ses accords de défense avec les Européens. Voilà, et quand par exemple là-bas, certains comme Keith Kellogg l'ont dit, des responsables américains parlent de la nécessité de former une nouvelle alliance pour remplacer l'OTAN. Il n'y aura aucun remplacement de l'OTAN, à mon avis, et d'après ce que je vois. L'alliance de l'Atlantique Nord sera simplement reconfigurée, les Américains déplaçant leur attention vers l'Asie. Mais cela ne veut pas dire qu'ils quittent l'Europe. Ils participeront simplement moins. Alexei, dernière question. Comment voyez-vous les perspectives de reconfiguration de l'Europe elle-même dans ce sens? Une reconfiguration sur le plan de la défense. Quand, encore une fois, nous voyons la proposition du commissaire européen à la défense, le représentant de l'Europe de l'Est, Andrius Kubilius, sur la nécessité d'une armée européenne unifiée de 100 000 hommes, on observe du scepticisme, notamment en Europe de l'Ouest. Où trouver ces 100 000 hommes? 450 millions d'habitants dans l'Union européenne, mais ils se demandent où trouver 100 000 hommes pour l'armée. Il faut être honnête, l'Europe, la vieille Europe, a toujours été lente, elle a toujours été indécise. À mon avis, pour une raison simple. Après la Seconde Guerre mondiale, même avant la création de l'Alliance Atlantique, les Américains ont fait comprendre qu'ils nous protégeaient. Nous ne laisserons pas l'Allemagne redevenir une menace après la Seconde Guerre mondiale, ni provoquer une nouvelle guerre en Europe. Développez-vous, construisez votre économie et votre prospérité. L'Europe s'y est complètement habituée et il faut aussi en tenir compte. Quand les Américains critiquent les Européens parce qu'ils ne se développent pas assez vite, eh bien ce sont les Américains eux-mêmes qui, disons-le ainsi, les ont habitués à cela, entre guillemets. Je pense que tôt ou tard, les Européens en arriveront là, ils seront obligés d'y arriver. Et c'est juste pour comprendre à quel point cela se passe lentement. Je rappelle toujours la déclaration d'Emmanuel Macron. Si je ne me trompe pas, c'était encore en 2017 ou 2018, quand il proclamait partout qu'il fallait une autonomie stratégique. L'Europe ne doit dépendre ni des États-Unis ni de la Chine, il faut construire une armée européenne et ainsi de suite. C'est-à-dire que Macron disait cela il y a presque 10 ans, et ce n'est que maintenant qu'on commence enfin à en discuter au niveau de l'Union européenne. Mais d'un autre côté, il faut lui en donner le mérite. Maintenant, au sein de l'Union européenne, on s'est enfin souvenu que dans le traité de création de l'Union, il y a l'article 42, paragraphe 7 sur la défense mutuelle. Et il y a exactement les mêmes mécanismes prévus. Si un pays de l'Union européenne est attaqué, tous les autres pays de l'Union doivent venir à son secours. Personne n'en avait parlé, mais il y avait bien un tel article. Et maintenant, ils ont enfin commencé à mettre en place des mécanismes de réaction, si l'un des pays active cet article 42 du traité de l'Union européenne. C'est pourquoi je pense que l'Europe avance dans la bonne direction, lentement, pas aussi vite que nous l'aurions souhaité. Mais elle sera obligée de le faire, parce que l'Amérique non plus n'attendra pas longtemps que l'Europe transforme enfin sa propre défense. Merci Alexei Petri, analyste international et journaliste, était en ligne avec nous. Au revoir. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez contribuer par un don en devenant membre sur YouTube ou en souscrivant à un abonnement, par exemple sur Patreon. Tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous. Suite.